Bienvenue à ce balado de la plateforme Rebond. Alors, la plateforme Rebond est une initiative du Conseil québécois de commerce de détail en partenariat avec Recycle Québec. Elle aide les entreprises à revendre et à revaloriser leurs invendus en donnant une seconde vie aux produits excédentaires. Donc, en favorisant la réutilisation et la collaboration entre commerçants, Rebond contribue à bâtir un commerce québécois plus circulaire, durable et responsable. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la plateforme rebond.ca. On parle d'une balado aujourd'hui. Donc, le CQCD et Recycle Québec présentent une série de balados consacrés à l'économie circulaire appliquée au commerce de détail. Cet épisode explore comment l'économie circulaire peut être un levier stratégique pour répondre aux défis actuels du secteur. Avec Renaissance, on parle de durabilité, de proximité et de solidarité, trois principes fondateurs d'un modèle économique plus humain et plus résilient. Je vous présente notre invité, M. Éric Saint-Arnaud. Il est directeur général de Renaissance Québec, un organisme pionnier en réinsertion sociale et en économie circulaire. Donc, sous sa direction, Renaissance s'est imposé comme un acteur incontournable du réemploi et de la revalorisation. Il y a beaucoup de hein? Conjuguant impact social et performance économique. Bienvenue à ce balado, Éric. Merci beaucoup. Alors, Renaissance est souvent cité comme étant un modèle de réussite en économie circulaire. Comment vous allez définir votre approche dans le contexte du commerce de détail d'aujourd'hui? Intéressant. En fait, la Renaissance, sa mission première, c'est d'aider les gens à intégrer le marché du travail par sa mission sociale. Puis l'intégration de l'économie circulaire dans le commerce du détail, c'est la revente de l'usager. En fait, on est bon dans la collecte de biens quand les gens ne veulent plus les réutiliser. Puis comment on peut redonner une deuxième vie pour augmenter la circularité avant d'arriver à une possibilité de faire du recyclage par la suite. C'est que le textile, il n'y a pas de possibilité de recyclage pour tout de suite. Okay. Donc, on travaille sur une recherche présentement à l'interne. Mais nous, ce qu'on veut, c'est augmenter le cycle de vie d'un vêtement. Donc, de la production, de faire en sorte qu'on peut le réutiliser le plus longtemps possible. Et puis là, au niveau du textile, justement, est-ce que ça ressemble à quoi l'état de ce que vous recevez? Est-ce qu'on passe de 100% des trucs peuvent être remis en vente ou c'est le contraire, c'est un 5% qui est bon puis le reste, c'est de la cochonnerie? Oui, en fait, c'est une bonne question. En fait, la majorité de la marchandise qu'on reçoit, là, plus de 50%, on peut le mettre sur le plancher. OK? Mais sinon, non, il en reste un grand pourcentage, non. Puis, il y a le pourcentage qu'on peut mettre sur le plancher, là, c'est sûr qu'on a différents modèles de magasins. On a des grands magasins, des petites boutiques. Puis, notre objectif, c'est d'augmenter le réemploi au maximum. C'est pour ça qu'on a un taux de réemploi le plus élevé au Québec. Selon une émission de Mariana Maza, disait que les entreprises qu'elle avait parlé, le taux de réemploi est autour de 6 localement. Nous, on dépasse les 26 localement, oui. Par différents aspects. C'est un gros travail de nombre d'années d'apprentissage, mais dans le modèle d'affaires, le nombre de grands magasins, la capacité qu'on est capable d'acquérir en marchandises, mais aussi cette démocratisation du client où on est sorti du modèle des sous-sols d'église usagés, mal éclairés. On en parlait un peu tantôt. Les gens peut-être se sentent mal à l'aise d'aller acheter parce qu'ils enlèvent un vêtement à quelqu'un. Il y a une démocratisation parce que là, on participe à un mouvement plus grand que soi. Il y a de la mode aussi. Aussi, c'est une mode. Puis il y a aussi les gens faibles revenus. Puis aussi de se dire, OK, bien, je peux-tu consommer mieux? Puis peut-être acheter usagé avant d'acheter neuf. Très bonne idée. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels vous faites face là, pour maintenir cet équilibre qu'il y a entre impact social et vitalité économique? En fait, nous, on appelle ça une dualité. C'est une tension qui existe entre la mission sociale puis la mission économique. Puis en fait, un dicton qu'on disait chez Renaissance, c'est qu'on ne peut pas être moitié enceinte. Hein? On l'est ou on ne l'est pas. Oui. Fait qu'on est 100 de mission au lieu d'être 50 puis on est 100 au point de vue environnemental, qui est notre moteur économique. Fait qu'on ne peut pas être la moitié de chacun. Fait qu'il existe une dualité pour de rechercher toujours l'équilibre, puis l'équilibre, on la trouve un jour et on la perd le lendemain. Donc, on est toujours en train de travailler très fort pour le maintenir. Donc, les défis, ça va être la collecte, l'augmentation de volume que les gens consomment, mais aussi la baisse de qualité qui existe sur le marché. C'est autant dans le textile que dans l'électronique, hein, on le voit, la baisse de qualité, ce qui fait qu'on peut l'utiliser moins longtemps. Comment ils appellent ça? C'est quoi la mode? L'obsolescence programmée. Oui, pour l'électronique, mais dans la mode, il y a... La mode, il y a le fast fashion, puis là, avec les nouveaux qui arrivent, c'est l'ultra fast fashion. Oui. Et là, la qualité est moindre. Fait que là, c'est comment conscientiser le consommateur et qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il peut donner. Penser à venir dans l'usager pour pouvoir le redonner par la suite parce qu'il peut durer plus longtemps. C'est un gros défi de ce côté-là. Puis l'autre côté de la mission,
Le défi, c'est qu'en fait, il y a des besoins de plus en plus criants. Depuis la pandémie, là, la lutte Ah ouais. à la pauvreté, l'itinérance, la santé mentale, il y a beaucoup de problématiques et de défis. Comment Renaissance peut participer avec les autres organisations pour aider un plus grand nombre de personnes? C'est pour ça qu'on est né. Fait comment on prend l'argent pour réussir à le mettre? C'est de conjuguer tout ça ensemble qui... c'est un beau casse-tête, mais à la fin, c'est magnifique. On aide l'environnement pour on aide les gens. On appartient aux citoyens, on est un OBNL, fait que j'encourage les citoyens à aller dans des organisations à but non lucratif parce que plus ils donnent à une organisation locale de leur secteur, plus ils aident une mission sociale. Donc, l'argent reste ici, puis on réutilise le bien qui a été consommé localement. Et quelle durabilité, en fait, comment la durabilité peut devenir un levier qui est économique pour vous, qui est stratégique, au-delà là, de la responsabilité environnementale? En fait, il y a je pense que la durabilité, je pense que le consommateur, c'est ce qu'il recherche de plus en plus. Il est compressé par son portefeuille, fait qu'il faut le comprendre. Oui. Fait que là, il faut qu'il choisisse. Je pense qu'il faut revenir un peu à la base de pourquoi on consomme puis qu'est-ce qu'on a besoin. Puis est-ce qu'on a besoin de changer de paire de jeans à tous les 6 mois ou on peut garder notre paire de jeans 2 ans au moins. Tu sais, avant, on les gardait plus longtemps. Disons qu'on se dit un peu plus longtemps que 6 mois ou 5 mois. Donc, comment on peut conscientiser les gens qu'est-ce qu'ils veulent consommer? Donc, j'ai-tu besoin de 5 paires de jeans ou j'en peux en avoir 2? Puis les 2 que j'achète sont de meilleure qualité. Puis quand je vais les donner, ils vont être réutilisables. Donc, la personne va avoir une meilleure durabilité, mais il y a aussi, par la suite, le prochain consommateur va avoir une meilleure durabilité. On parlait de portefeuille. Le portefeuille des gens est très sollicité, mais souvent, il y a moins d'argent. Donc, des fois, c'est peut-être pour ça que l'ultra fast fashion est attirante, parce que c'est pas cher, mais en même temps, de dire, prenons l'exemple de la paire de jeans, de payer plus cher, ça va durer plus longtemps. Puis de penser, c'est un bon réflexe de penser à la vie suivante là, du vêtement ou du produit électronique. Là. Puis c'est un grand débat pour moi parce que le Shein puis Temu, par exemple, si les gens continuent à consommer, je comprends que c'est pas cher, puis je comprends qu'on peut être compressé. Je pense que les gens oublient par contre que s'il n'y a plus de commerce de proximité, il n'y aura plus de services, puis il n'y aura plus de taxes non plus. Parce que ces compagnies-là ne respectent ni les taxes, ni la fiscalité, ni le social, ni l'environnemental, ni le respect les normes d'emploi qu'on s'est données ici à dire, 40 heures semaine, puis on a le droit de 2 jours de congé. Il y a des femmes là-bas puis des enfants qui travaillent 7 jours sur 7 pour réussir à faire un T-shirt à 7 $. Personne ne peut compétitionner ça. La même chose pour un téléphone cellulaire ou peu importe quoi qu'ils vendent. À un moment donné, c'est impossible la compétition pour le commerce qui existe ici. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, au lieu de juger les gens, il faut comprendre leur situation, mais il faut quand même prendre le temps d'expliquer. Parce que qu'est-ce qui va rester après comme commerce? Il n'y en aura plus, là. On va savoir en ligne, mais il va rester quoi de proximité? Puis aussi, par exemple, chez Temu, il y a le danger aussi, là, les vêtements pour enfants. Là. Ici, on a des réglementations sur l'aluminium, les métaux, les cordons, tout ce qui est article pour enfants puis bébés. On a mis ça pourquoi? Parce qu'il est arrivé des accidents. Il est arrivé des choses. Donc, il faut que les compagnies continuent à suivre. Je pense que c'est important de conscientiser les gens et non les juger. Alors, vous avez parlé de notion de proximité, mais dans quelle mesure aussi Renaissance peut inspirer d'autres commerces, notamment des PME puis des détaillants indépendants? En fait, nous, on s'installe localement parce qu'on a découvert qu'en fait, plus on est proche de nos donateurs puis nos clients, mieux les gens vont adhérer à l'économie circulaire. Certain. Donc, si les commerçants comprennent le message, comment on peut travailler avec d'autres acteurs pour essayer d'avoir le plus localement possible de la circularité, puis travailler des organisations de circulaire. Plus on est proche, on revient à la proximité. Hein? Il y a 15-20 ans, on ouvrait les gros power centers, les gens conduisaient 10-15 km pour aller magasiner. Mais là, on revient à la proximité et on revient à consommer plus proche, vivre plus proche, travailler plus proche. Donc, il faut que les PME ont une opportunité majeure où ils pourraient travailler avec des organisations puis la circularité. On va parler beaucoup d'achats en ligne. Les gens sont dans l'instantanéité, la rapidité, donc de se déplacer, justement, on va souvent vers l'option la plus simple. Donc, si vous êtes proche, il y a plus de chances de recevoir des dons comme ça et même d'aller chercher de la clientèle. Tout à fait. Donc, on parlait aussi là, de comment ça se traduit là, concrètement dans vos opérations d'être proche des gens. Nous autres, ça a changé notre vie. Quand on a commencé ça il y a presque 20 ans, à ouvrir des succursales plus près, puis avoir un plan qui comprenait ce que le citoyen recherchait autant pour le donateur, la mission sociale. Ça a changé notre vie parce qu'on était capable de comprendre les besoins locaux pour aider les gens, donc créer des programmes adaptés selon la population qu'on était. C'est pas la même chose le centre-ville de Montréal que le centre-ville de Québec, par exemple. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes personnes. Mais quand on ajoute après ça l'économie circulaire, de se rapprocher des gens, la curiosité
devient tranquillement une petite habitude, puis là, ça devient ancré. Puis là, le don vient en même temps, parce que les gens, OK, j'ai une facilité d'aller donner. Parce que c'est comme donner une œuvre caritative, donner un bien, c'est un geste que vous voulez poser, mais vous êtes pris dans un amoncellement de gestes que vous devez faire par obligation. Faire l'épicerie, les enfants, les parents malades, la carrière, retourner à l'école. Là, ce geste-là, si ça devient compliqué, bien, vous ne le faites pas. Mais si ça devient simple, vous allez le faire. La proximité vient, ça facilite. Puis par la suite, on a le temps de pouvoir expliquer aux gens c'est quoi notre mission sociale puis environnementale. Donc là, il y a une double cause à ce que le gens fait quand la personne vient donner. Comment vous pouvez percevoir l'évolution du consommateur québécois, là? Vous dites en 20 ans, comment le consommateur a évolué face aux enjeux comme ça de revalorisation et circularité? Bien, quelques gestes simples. Moi, ça va faire 20 ans. Je viens du commerce. J'ai toujours travaillé en commerce. Ça fait 20 ans que je suis chez Renaissance. Mais quand j'ai commencé, on avait des sacs de plastique, comme tout le monde. Ouais. Et il y a à peu près avant qu'on s'en débarrasse, jusqu'en 2014-15, quand les gens sortaient du magasin, ils vidaient leur sac, viraient le sac à l'envers, puis ils remplissaient leur sac parce qu'ils étaient gênés de montrer le nom. Ah ouais. Et la clientèle était très différente. On avait une clientèle plus défavorisée. Nos magasins étaient beaucoup moins beaux, mais on était moins au goût du jour. On n'avait pas une expérience magasinage qui était bonne. On a changé notre expérience magasinage, mais aussi on a vu en même temps une démocratisation sur les strates de la société, dans l'éducation, par exemple, et les revenus. Donc, on s'est retrouvé à garder la base qui est toujours revenue, les personnes âgées, moins de revenus. L'immigration, par exemple, puis là, on a vu une amélioration du pourcentage dans chacune des strates de la société, autant les salaires que l'éducation. Donc, aujourd'hui, on a autant de gens à la maîtrise, doctorat, baccalauréat, qui viennent magasiner que quelqu'un au secondaire, mais aussi, on a des gens à 100 000 puis on a des gens à 10 000 qui viennent magasiner chez nous. Fait qu'on a comme gagné notre pari, où ce qu'on a offert un environnement de magasinage où la personne faible revenu se sent bien, mais la personne qui a les revenus, elle se dit « OK, j'ai le goût de faire participer à la cause. » Ce mouvement-là, c'est ça. C'est comme, c'est à la mode aussi. Depuis 5 ans, oui. Là, il y a la mode qui a embarqué. Depuis, je vous dirais, la pandémie. Avant la pandémie, on le voyait, la pandémie a propulsé. Mais nous, on a vu vraiment un changement. Les 10 dernières années, on a vu un changement majeur. C'est pour ça l'expansion. Ce qui nous a permis de réinvestir dans la mission sociale beaucoup plus qu'avant, à cause qu'on a eu les clients qui sont apparus, puis sont venus, puis les donateurs. Et rappelez-le, vous m'en avez parlé tantôt, là, la mission sociale, c'est que vous allez après ça, vous remettez là, des vêtements d'hiver aux personnes. La mission principale, c'est d'aider les gens à intégrer le marché du travail. Ça fait qu'on a créé des programmes d'employabilité. Il y en a rémunérés, il y en a qui ne sont pas rémunérés. Fait que l'année dernière, on a presque atteint 3600 personnes aidées à intégrer le marché du travail avec un taux de placement de plus de 80 que les gens se trouvent un emploi. Donc, on est financé par Service Québec pour l'équivalent de 5 du budget total. Mais tout le reste, on l'autofinance. Fait que tous les citoyens qui viennent donner, qui viennent acheter, nous permettent de remettre ça parce qu'on est un OBNL, le conseil d'administration est 100 bénévole, puis il n'y a pas de propriétaire. Donc, on peut réinvestir nos capitaux dans l'organisation puis créer des programmes. C'est la raison d'être. La façade, puis on le dit dans nos publicités aujourd'hui, c'est plus qu'un magasin, c'est que la façade, les gens voient un magasin puis un centre de dons. C'est bien correct. Mais on veut maintenant que les gens comprennent que c'est plus qu'un magasin. Parce qu'à l'intérieur du magasin, oui, il y a des employés comme moi qui sont permanents, on veut rester chez Renaissance. Mais il y a une partie des employés où, dans les programmes différents qu'on a, c'est pour intégrer le marché du travail. Et il y a beaucoup de besoins. Hein? On est tous à un pas d'être dans l'itinérance. On a tous un pas de tout perdre. On ne sait pas ce qu'on va vivre. Une séparation de maladie. La sécurité d'emploi existe moins qu'avant. Oui, puis il y a aussi la maladie. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver qu'on ne sait pas. Puis il faut des organisations comme Renaissance pour au moins soutenir les gens. Donc là, on le sait maintenant, on ne se gêne pas pour aller acheter, peu importe nos moyens, on sait que ça va aider. Tout à fait. Puis il y a du stock en masse à vendre. Il y a du stock en masse, oui. On parle là justement que vous fonctionnez sur un modèle de collecte, de tri, de revente. Ce serait quoi les innovations ou les améliorations là, logistiques qui ont permis d'optimiser ce processus-là? Bien, on a un modèle d'affaires qu'on a appris de nos erreurs beaucoup, mais aussi on a... par exemple, on a 2 gros centres d'impact. Donc, le dernier qu'on a construit, qu'on vient de faire l'inauguration, ça fait un mois. Donc, c'est immense, là. C'est 3 terrains de football, de bâtiments. Wow. Donc, ce qui nous a permis de un peu plus centraliser la partie de tri de matière à la fin pour faire le recyclage. Donc, on diminue nos déchets beaucoup plus.
Ça nous permet d'améliorer notre transport en temps réel pour les donateurs qui viennent dans tous nos locaux à tous les jours. Tu sais, on est ouvert 362 jours par année. On ferme 3 jours par année. Noël, jour de l'an. Puis la Fête du Québec. OK. C'est tout. Voilà. Les autres journées. En fait, c'est dès que quelqu'un fait le ménage, il faut être ouvert. Fait que quand les gens sont en congé, ben nous, il faut être ouvert pour recevoir les dons. Puis quand vous êtes prêt à magasiner, il faut être ouvert pour les magasins. Ça fait qu'il y a des fois, les magasins ne sont pas ouverts, c'est juste les centres de dons, mais il faut être présent parce que vous faites le ménage, les citoyens. Donc, il y a eu un modèle d'affaires qui est intégré, une centralisation dans certaines activités, mais on est vraiment décentralisé. Chaque magasin à travers le Québec est adapté à la clientèle. Il n'y a pas un magasin que le type de marchandise est le même. On l'adapte vraiment. C'est plus familial, moins familial, plus de coupes. Plus de sport, moins de sport, on est en région. Donc, on adapte le type de produit puis le plancher en fonction du client. C'est vraiment le gérant il y a une méthode, là, mais qu'on est vraiment adapté. Ouais. Réussir à savoir le profil de la clientèle. Puis, oui. Vous faites des collaborations, des partenariats. Qu'est-ce que vous jugez qui est essentiel là, pour bâtir une communauté puis pour participer là, à cette économie circulaire? En fait, il y a une dizaine d'années à peu près, on a réussi à travailler différemment, où ce qu'on a réussi à inclure davantage de partenaires à travers le Québec. On en a une centaine, donc des îles de la Madeleine jusqu'à Gatineau, passant par l'Estrie, tout le lac Saint-Jean. On achète des biens qui sont plus réutilisables pour certaines organisations. Des fois, ils ont trop de volume. Pour réussir à augmenter le volume ensemble pour trouver des acheteurs pour le volume. On réussit à des organisations, puis c'est 100% des OBNL avec qui on travaille qu'on fait ça. Donc, on réussit à aller capter la matière pour aider les organismes. Pour nous, le modèle partenarial, c'est un enfant, ça prend un village. Ouais. Donc, si on veut réussir à travers la province, il faut travailler avec d'autres. Donc, on ne peut pas le faire seul. Fait qu'on travaille, on a beaucoup d'organisations un peu partout. On développe le modèle autant dans l'économie circulaire, mais dans l'économie sociale, où on utilise des organisations qui veulent développer des activités économiques à faire le transport pour nous dans certains secteurs. Donc, on décentralise dans certains modèles pour aider davantage d'autres organisations. Donc, autant on travaille avec excusez l'anglicisme, mais les shelters pour les personnes de l'itinérance. Ouais. Mais on va travailler avec les banques alimentaires, mais on va aussi travailler avec des organisations qui collectent des biens. Comment on peut aider l'être humain à aller mieux au travers de ce qu'on fait avec les circularités et les programmes d'employabilité? Une belle mission quand même. Oui, c'est une belle mission. D'aider les gens. Oh, oui, dans un contexte comme aujourd'hui, je pense que c'est encore plus louable. Mais moi, je rêverais à un moment donné qu'on ait une décroissance du besoin de l'aide. Parce que je trouve ça triste qu'on ait une croissance du panier de nourriture qu'il faut donner, du nombre de vêtements qu'il faut donner. Je me dis, à un moment donné, il faudrait décroître. Là. Ça n'a pas de sens de croître en nombre de besoins. Surtout dans les besoins de base. Parce que quand on est encore dans la première ligne de la pyramide de Maslow, c'est pas drôle. Là. Ben, je trouve ça triste. Oui, exact. Mais on sait que vous faites votre part, puis je ne suis pas inquiet que vous allez continuer de le faire. Et ce serait quoi, pour vous, parlons un peu du futur, les prochaines étapes pour faire passer l'économie circulaire, de la marge au cœur du modèle d'affaires des détaillants? Bien, les détaillants, il y a une partie que, tu sais, on est présentement avec le site Rebond qu'on est en train de parler, mais comment les détaillants pourraient réutiliser leurs biens pour les revendre à des revalorisateurs, des gens qui veulent réutiliser les biens. Ils peuvent redonner à d'autres organisations pour réussir à les revendre. Je pense qu'il faut garder plus localement. Le gouvernement a un gros travail à faire aussi, là. Il y a sporadiquement, il y a des actions qui sont faites par l'État, mais il manque c'est pas systémique, puis il n'y a pas une vision claire au point de vue de la circularité puis l'économie sociale. Par contre, il y a une volonté de l'économie sociale, mais pas avec la circularité. Il y a un travail à faire de ce côté-là pour réussir à aider les PME puis les entreprises du Québec. Mais il y a un beau travail de fond qui commence, mais je pense qu'on ne comprend pas encore tous les alliés qu'on pourrait se faire puis travailler ensemble pour l'économie circulaire. Puis je pense mais aujourd'hui, les PME ont tout à gagner. Le citoyen veut et est prêt de plus en plus à acheter des produits de l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a des politiques publiques, là, vous avez parlé du gouvernement, qui soutiennent ou pas votre mission? Puis ce serait quoi les leviers qu'il faudrait renforcer? Bien, tu sais, Recycle Québec a toujours été là. Tu sais, nous, on travaille avec le PME Montréal de l'Est, par exemple, ou d'autres organisations avec qui on travaille qui promouvoient l'économie circulaire. Mais il manque une vision claire au gouvernement pour travailler l'économie circulaire parce que on produit beaucoup et les citoyens achètent beaucoup. Puis il y a une croissance du bien acheté dans tout bien confondu, textile et autres. Comment on peut réutiliser plus longtemps le bien ou le récupérer pour en faire quelque chose d'autre? Il faut améliorer cette partie-là. Et la partie du réemploi d'augmenter dans chacune des catégories. C'est
La première R dans le 3RVE, le premier, c'est réduire, consommer moins. Puis le 2, ça va prendre du temps. Puis le deuxième, c'est la réutilisation. Fait qu'il faut que le gouvernement rentre autant dans l'électronique. Ben là, on parle de la partie de réparation. Là. Ouais. Il y a une nouvelle loi qui s'en vient ou qui est arrivée, là, mais ça va aider aussi. Oui, ça va aider, mais il faut falloir, comme nous, on va créer des nouveaux programmes parce que là, il n'y a plus d'employés qui font de la couture, ou il n'y a plus de gens qui font le cordonnier. C'est difficile de trouver un cordonnier aujourd'hui, ou trouver un couturier. Même réparer des électroménagers, on a tendance à... On le change tout de suite. Parce que la pièce va coûter aussi cher qu'un neuf, donc on le jette. Fait que là, cette partie-là, je pense qu'il faut le travailler, mais il faut le travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Je pense qu'on a tous à gagner à travailler ensemble, puis il y a potentiel. Certainement. Et là, on termine avec la question rebond. Alors, la plateforme Rebond vise à revaloriser les invendus dans le commerce québécois. Donc, selon vous, comment un outil comme Rebond pourrait contribuer à renforcer la chaîne de valeur du réemploi et faciliter la transition vers un commerce plus circulaire? Moi, je pense que Rebond peut être un acteur si les propriétaires d'entreprises embarquent. Je pense que ça pourrait être une revalorisation pour eux parce qu'ils pourraient en parler, qu'ils font tout le restant ou ce qu'ils ne peuvent pas vendre. Ils pourraient avoir des commerçants qui viennent acheter en lot pour pouvoir les réutiliser. Ils pourraient aussi avoir des fonctionnalités pour des transferts vers d'autres organisations qui peuvent le revendre usagé. Je pense qu'il faut penser à un écosystème. Rebond peut être le centre de cet écosystème qui va se recréer. Et parce qu'il faut recréer un nouvel écosystème. Vous le disiez tantôt, les réparations, il n'y en a plus. Ou réparer un électro, ça peut être compliqué. Donc, c'est un peu la même chose en réutilisation. Comment Rebond pourrait, moi, je pense qu'il peut être un acteur très intéressant pour la réutilisation de l'usager. C'était innovateur de le faire il y a à peu près 2 ans quand il a été créé. Donc, comment on pourrait le mettre davantage de l'avant avec d'autres marques et d'autres commerçants qui embarquent dans ce modèle-là? Moi, je pense que ça pourrait être très intéressant. Bien, merci beaucoup, M. Saint-Arnaud, pour cet échange. Continuez votre bon travail. J'ai envie de dire ça. Je sais qu'on dit toujours ça, là, je sais pas, continuez votre bon travail, mais pour vrai, merci. Merci d'exister. Puis on n'hésite pas, les gens qui nous regardent, là, d'aller porter nos dons chez Renaissance, puis d'aller faire un tour aussi, parce que je suis sûr qu'il y a des belles découvertes à faire. Oui, vraiment, c'est une chasse au trésor. Moi, je terminerai en disant, mais je remercierais les citoyens et les donateurs qui font confiance à Renaissance. Si on n'avait pas les citoyens, on ne ferait rien. Puis sans l'équipe, on ne pourrait pas faire ce beau travail-là. C'est toute l'équipe qui fait ça. Félicitations. Merci beaucoup. Merci.